Vous écoutez Puck Rétro, un podcast sur l'histoire du hockey. Épisode 3, le Carnaval de Montréal, le premier tournoi de hockey de l'histoire, partie 2. Écrit et réalisé par Gabriel Marcil. Yeah, right back where we came from. À l'hiver 1883. Compliqué à dire cette année-là. C'est pas comme 1904. 1904. Ah, moi, mon grand-père, il est né en 1904. 1883, on dirait que l'année a duré le temps de dire le nom de l'année, tu comprends-tu? Bref, à l'hiver 1883, le hockey va rentrer dans sa phase que j'appelle « OK, là, on arrête de niaiser ». Pour la première fois de son histoire, le hockey va s'ériger sous la forme d'un tournoi. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que pour la première fois de son histoire, le hockey va s'ériger sous la forme d'un tournoi. Ça veut dire que pour la première fois de son histoire, jouer au hockey permet d'obtenir un cadeau. Un cadeau? Mais quel cadeau? Un trophée. Un trophée. Un trophée. Ouais, un trophée. C'est cool, un trophée. Puis en plus, un trophée, ça représente la victoire, ça représente la volupté, la vantardise même, l'arrogance. Un trophée, c'est symbolique. Sinon, on joue pour le fun tout le temps. Ouais, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Ça prend un purpose dans la vie, là. Pour vrai, ça change-tu les affaires tant que ça, qu'il y ait un trophée? Quand même. Quand même comment? Ah! Ben ça, c'est ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Attache ta tuque avec du clear tape parce qu'aujourd'hui, on découvre comment le hockey prend son envol dans le monde de la compétition. On découvre le Carnaval de Montréal. Bienvenue à Puck Rétro. Au menu de l'émission, on va d'abord découvrir c'était quoi le Carnaval de Montréal. Ça a parti quand? Comment? Par qui? Pour qui? Ça servait à quoi? Puis c'était quoi le but de cet événement-là? Ensuite, on va discuter du programme du Carnaval. Quelles étaient les activités proposées et comment le hockey va se tailler une place importante au cœur de ces festivités hivernales-là. Ensuite, quand on aura mis tout ça en contexte, on va pouvoir décortiquer les 3 éditions du tournoi de hockey du Carnaval de Montréal qui eurent lieu en 1883, 1884 et 1885. Et après tout ça, enfin, il va être possible de quantifier et de visualiser l'impact que ce tournoi-là a eu sur la poursuite du développement du hockey. Je tiens à dire que mon but premier avec ces premiers épisodes de Puck Rétro, c'est assurément d'éclaircir, de vulgariser et de désembrouiller nos connaissances sur l'histoire du hockey depuis son commencement. Selon moi, l'histoire du hockey est une histoire trop méconnue, une histoire qui a été trop longtemps négligée, beaucoup trop axée sur la NHL. La NHL d'ailleurs qui n'a pas vraiment intérêt à faire la promotion du hockey avant sa propre création afin de conserver le monopole du narratif historique. Je trouve que trop souvent la lumière sur le passé glorieux du hockey est orientée aveuglément sur les grands héros sportifs comme Maurice Richard, Bobby Orr ou sur le Canadien de Montréal. Et sans nécessairement renier le mérite de ces grandes figures, je trouve qu'on manque de considération pour ceux et pour ce qui est venu avant. Hey, si c'est pas une opinion, ça, je sais pas ce que c'est. Ok, on passe ça. Showtime! Mais qu'est-ce que le Carnaval de Montréal? L'origine du mot carnaval provient du latin médiéval carne levare, qui voulait dire retirer la viande ou enlever la chair. Durant le Moyen Âge, en Occident chrétien, le moment du carne levare signifiait ce moment de festivité bucolique avant le carême, qui était un moment de jeûne et de privation alimentaire. En gros, le monde festoyait comme des vrais petits diables avant de zipper le bedon pour un bout. Le concept de carnaval tire donc ses origines de la religion chrétienne et du monde de la ruralité. Mais
Avec le temps, le concept de carnaval va devenir davantage associé aux festivités qu'il comporte plutôt qu'au moment de jeûne et du symbole religieux qu'il précède. Oups! On saute de genre 600 ans en avant. Les festivités du Carnaval de Montréal vont devenir quelque chose de tangible à partir de l'automne 1882. Contrairement à ses origines, il s'agira ici d'une pure et véritable initiative commerciale et capitaliste. L'argent était devenu à ce moment-là pas mal plus attirante que la prière du dimanche, on va dire. Et Montréal, à la fin du 19e siècle, était devenu non seulement la métropole économique du Canada, mais également un espace carrefour majeur du commerce nord-américain. Dans ce contexte-là, des hommes d'affaires montréalais, non pas en veston-cravate mais plutôt en chapeau-monocle, feront mijoter le projet d'un événement festif qui prendrait place à l'hiver suivant, soit à la fin janvier de l'année 1883. Ce projet était ambitieux et va demander l'apport de nombreux acteurs historiques. Le carnaval va surtout être organisé par les clubs sportifs de raquettes, de chasse, de crosse, mais aussi encouragé par l'administration municipale de Montréal et financé par l'entreprise privée. Ce projet va prendre la forme d'une vaste campagne publicitaire et touristique dont l'objectif va être, d'une part, de provoquer un regain de l'activité économique durant la saison morte hivernale en attirant des touristes, et d'autre part, de promouvoir les intérêts de la ville en faisant davantage connaître à l'étranger son potentiel commercial et industriel. Enfin, les riches vont pouvoir continuer à s'enrichir durant l'hiver. C'est ce que penseront les riches tout bas dans le confort de leur monocle. Le tourisme qui était dans la mire des organisateurs devait provenir certes des provinces anglophones canadiennes comme l'Ontario et l'Ouest canadien, mais surtout des États-Unis, notamment de New York et Boston, mais on a pu recenser des visiteurs provenant de Cleveland, du Dakota, du Minnesota, de Denver, du Montana, de San Francisco et même de Honolulu. On prévoyait aussi attirer des visiteurs des régions outre-Atlantique comme la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Mettons qu'il faut vouloir faire 1 mois et demi de bateau en janvier pour venir voir du curling, là. Bref. À son apogée, le carnaval réussira à attirer plus de 60 000 visiteurs, ce qui est quand même impressionnant. Et à travers ce projet de festival, les administrateurs vont chercher surtout à y promouvoir la culture bourgeoise canadienne et à y mettre de l'avant l'expérience de la nordicité vis-à-vis des touristes qui, à terme, engendreraient au bénéfice de ces organisateurs de précieux revenus étrangers. Mais il va se passer quoi durant ce carnaval-là? Les activités sportives et récréatives vont être au cœur des activités du carnaval. Des matchs de curling, des matchs de hockey et des courses de raquettes prendront place. Des aménagements seront installés pour le patin, le toboggan, des courses de chevaux sur glace et des promenades en chien de traîneau. Enfin, des châteaux de glace vont être érigés dans le but de faire des spectacles, d'être contemplés et d'accueillir les gens. Le toboggan, me dites-vous. En effet, des clubs de toboggan furent créés vers la fin des années 1870, notamment par des membres des clubs de raquettes, qui cherchèrent à offrir une activité hivernale disponible pour toute la famille. En 1879, 3 glissades furent inaugurées sur le Mont-Royal, près de la côte Saint-Antoine, dans l'ouest du mont. Le toboggan était vu comme une nouvelle sensation, notamment pour les touristes, notamment pour les femmes touristes qui, pour une des rares fois, étaient encouragées à essayer cette nouvelle activité. Le toboggan était un espace et une opportunité parfaite pour les causeries de toutes sortes et les rapprochements physiques. Un commentaire dans le journal de Gazette spécifiait que les jeunes demoiselles n'ont jamais l'air aussi radieuses que dans un costume hivernal. En montant jusqu'en haut de la pente, le traîneau à glisse, cela offrait les conditions nécessaires pour la tenue d'une conversation agréable, malgré le cadre pourtant très informel pour les British qui avaient l'habitude de se cruiser dans des banquets. Le journal de Gazette poursuit son commentaire sur le toboggan en disant que lorsque Charlotte ou Florence est fermement coincée derrière un incroyable pilote de traîneau, les deux ressentent la dépendance et la responsabilité mutuelle, laquelle met de l'avant aussi la courtoisie et la courtisanerie. Comme dirait Norman Brathwaite, chez les catholiques toutefois, l'évêque de Montréal, Monseigneur Édouard Charles Fabre, le grand Manitou de la bonne conduite paysanne, voyait toutefois le toboggan comme un danger en raison d'une part de la mixité sexuelle qualifiée comme étant immorale par l'Église, et d'autre part parce qu'il considérait que cette activité était trop violente pour le corps fragile des femmes et que ça allait endommager les vertus de la grâce féminine.
Le clergé catholique préconisait en effet vraiment beaucoup la maternité comme seule destinée le fun pour la femme et tout ce qui pouvait endommager la mission divine d'enfanter était donc découragé, voire prohibé. Afin d'ériger et de maintenir toutes les activités du carnaval, la main-d'œuvre en général sera hautement importante alors qu'on avait besoin de plusieurs employés afin de couper des blocs de glace, de couper du bois, de prendre soin des chevaux et d'y entretenir toutes les infrastructures nécessaires pour le succès du festival. Plusieurs marchands vont gagner à la venue de ce carnaval alors que par exemple les vendeurs de fourrure pouvaient renflouer les coffres en vendant à la tonne manteaux, chapeaux, foulards et gants. La photographie jouait aussi un rôle important. Le photographe William Notman arrivait à vendre de nombreuses photos du palais de glace et des photos de familles américaines ou européennes attriquées avec les costumes typiquement canadiens. Les différents clubs sportifs vont être au cœur de l'organisation du carnaval. Ils conçoivent et réalisent une partie des programmes, ils souscrivent de l'argent et surtout, ils fournissent un nombre important d'organisateurs. Au nombre des associations sportives à participer au carnaval, mentionnons pour la raquette les clubs Montreal Snowshoe Club, le Argyle Club, le Emerald Club, le Saint George, le Saint-Charles, le Canadien et le Trappeur. Pour le curling, les clubs Montreal Caledonian, Montreal Curling Club et le Thistle Club. Pour la glissade sur toboggan, les clubs La Tuque Bleue, The Park, Montreal Toboggan Club, Lansdowne Club, le Trappeur encore une fois. Pour le patinage, le Victoria Skating Club. Pour les promenades en traîneau, le Montreal Tandem Club. Et pour le hockey, les clubs de l'Université McGill et le Victoria Hockey Club. Aïe, c'est du gros name drop là, ça là. Attends, j'ai pas fini. Parmi les têtes de file impliquées dans l'organisation du carnaval, on reconnaît les noms du docteur George Beers, dentiste et promoteur de crosse, Richard McGibbon, avocat et principal organisateur du carnaval, Hugh Graham, propriétaire du journal The Montreal Star, George Isle, gérant de l'hôtel Windsor, George Prowse, manufacturier, Angus Grant, propriétaire de la compagnie Great North Western Telegraph, James Stephenson de la compagnie de chemin de fer du Grand Tronc. À tous ces noms s'ajoutent ceux de Louis Beaubien, député provincial d'Hochelaga, Jean-Louis Baudry et Henri Beaugrand, successivement maire de Montréal durant la décennie 1880. Monsieur T.V.R. Brown, gérant de la compagnie Goodyear Rubber, imagine-toi donc. Kenneth Campbell, pharmacien. Adam Darling, importateur. D.H. Henderson, marchand de bois de construction. La firme d'architecte Hutchison, William Reed de la compagnie Pullman et plusieurs autres encore qui, en tant que membres des différents comités, s'impliquent activement dans la réalisation des fêtes. On réalise donc qu'il s'agit d'un événement mené par l'élite commerciale de la ville ayant pour but des retombées économiques qui leur seraient favorables. Pour Richard McGibbon, par exemple, il s'agissait de transformer Montréal en Winter Resort. Mesdames et messieurs, et maintenant la programmation du Carnaval de Montréal. La semaine du Carnaval se tiendra à la fin de janvier de cette année 1883. Elle débutera par l'ouverture des glissoires publics et privés. Auront lieu aussi des courses de raquettes en habits canadiens et mascarades en traîneaux sauvages. Le soir, les pentes enneigées seront éclairées par le crépitement des feux d'artifice et des nouvelles lumières électriques. Ouvriront ensuite les patinoires extérieures sur les terrains de l'Université McGill, ainsi que sur le fleuve Saint-Laurent. Notre gouverneur général, John Campbell, sera des nôtres pour assister aux festivités. Il nous fera l'honneur de sa présence lors de la réception officielle du carnaval qui aura lieu sous la forme d'un banquet suivi d'un défilé royal dans les rues de Montréal. Au crépuscule de ce premier jour, l'immense palais de glace éclairé à l'électricité ouvrira ses portes. Et, au deuxième jour, débuteront les rencontres de curling. Les pierres polies glisseront sur le fleuve et même dans les hangars à farine du port.
En plus de ces échanges aux allures glacées, s'ajouteront celles d'un tout nouveau sport qui plairont aux amateurs de sensations fortes, le hockey. Tout au long de la semaine, les promenades en traîneau seront ouvertes aux membres de clubs et d'associations privées. Mais il y aura bien sûr des excursions ouvertes pour le grand public. Ceux qui ne posséderont ni chevaux ni traîneaux pourront louer une place à bord des voitures de cocher et même s'inscrire pour prendre part au défilé. Le vendredi aura lieu le grand bal du carnaval donné à l'hôtel Windsor. Toutefois, l'apothéose de cette fête sera sans aucun doute l'attaque simulée au Palais de Glace. Vers les 8 heures du soir, le samedi, des centaines de racketteurs se rassembleront au Square Dominion. Descendant en file indienne de la montagne ou arrivant de leurs quartiers généraux, les hommes se positionneront autour du palais. Mais, à l'intérieur de la forteresse glacée, une garnison de défense seront postées dans les différentes tours. Puis, les portes se refermeront et au signal donné, les assaillants munis d'accessoires pyrotechniques se rueront sur les façades de la forteresse. Le spectacle de la simulation militaire ainsi enclenché vous coupera le souffle. Après 3/4 d'heure, vous pourrez voir qui des assaillants ou des défendeurs occupera victorieux cette forteresse. Fait que le Carnaval de Montréal, c'est ça. Mais en ce qui nous concerne, ou en ce qui concerne le hockey, c'est pas mal plus que ça. Pour le hockey, le Carnaval de Montréal deviendra le premier événement, la première occasion qui va permettre de transformer le hockey sous la forme d'un tournoi. Un tournoi qui va propulser le hockey dans le joug de la compétition. Un tournoi qui va inviter des équipes hors de Montréal à venir compétitionner. Un tournoi qui va attirer de nombreux spectateurs et spectatrices. Et enfin, un tournoi qui va amener la modification de certains règlements majeurs du hockey tels qu'on le connaît aujourd'hui. Commençons avec l'édition 1883. La première édition du tournoi de hockey du Carnaval de Montréal va prendre place à l'hiver 1883, plus précisément sur 2 jours, le 26 et 27 janvier 1883. Il ne s'agit dès lors plus comme avant de matchs organisés à la manière de défis spontanés informels, mais bien d'un championnat, avec un calendrier et des match-ups bien particuliers qui mettront en scène 3 équipes. L'équipe de hockey de l'Université McGill, l'équipe de hockey du Victoria Skating Rink, le Victoria Hockey Club, et le Québec Hockey Club qui fit le voyage en train de Québec jusqu'à la station Bonaventure. 3 matchs étaient prévus à l'horaire. Le premier match mettait en opposition le Québec Hockey Club au Victoria Hockey Club et le match eut lieu sur une surface glacée à ciel ouvert située sur le fleuve Saint-Laurent. Le match va se terminer par un score de 0-0. Mais c'est lors de ce premier match pourtant que le hockey va connaître une modification bien hasardeuse, laquelle va changer substantiellement l'avenir de sa pratique. En effet, la formation des équipes va passer alors de 9 joueurs à 7 joueurs. Cette modification prendra cours alors que le Québec Hockey Club arrive en train à Montréal avec seulement 7 joueurs. Il devait se dire dans le train « Hey, à 7 contre 9, on est sûr de perdre ». Mais non! Car, dans un souci d'accommodement et en vertu de la mentalité du fair play et du respect de ses adversaires, les 2 autres équipes de Montréal, soit l'équipe de l'Université McGill et le Victoria Hockey Club, vont retirer 2 joueurs de leur formation respective. De là, on va préférer le modèle à 7 joueurs et la formation à 7 joueurs va constituer la norme jusqu'en 1913, année où l'on normalisera alors le jeu à 6 joueurs tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Cette modification technique va transformer à la fois la vélocité et la technicité du sport dans son ensemble. À partir de sa composition à 7 joueurs, le hockey va se prévaloir dans les années qui vont suivre de nouvelles tactiques de jeu et va chercher à formaliser des rôles et des positionnements plus formels et stratégiques à adopter en cours d'une partie. Je rappelle qu'il est encore toujours interdit à ce moment-là de faire des passes par en avant. Ce règlement va être abandonné seulement en 1918.
Le deuxième match du tournoi du carnaval de 1883 va avoir lieu aussi sur le fleuve Saint-Laurent, cette fois en mettant en opposition l'Université McGill au Victoria Hockey Club. Le match va se terminer 1-0 en faveur de l'Université McGill. Ça a l'air compliqué de marquer des buts. Enfin, la dernière partie eut lieu le lendemain, le 27 janvier 1883. McGill et le Québec Hockey Club s'affrontent cette fois au Crystal Palace, un établissement qui servait surtout de centre de curling. Après un résultat nul de 2-2, l'Université McGill est couronnée champion du tournoi avec une fiche de 1 victoire et 1 match nul. Québec termine avec 2 parties nulles alors que le Victoria Hockey Club ont 1 défaite et 1 résultat nul. Le trophée de ce premier tournoi de hockey est au musée McCord encore aujourd'hui. On peut lire les noms des joueurs de McGill ainsi que le nom de l'arbitre qui ont joué durant ce match-là. Les joueurs étaient Albert Peterlow, Thomas D. Green, Jay Kinloch, G.M. Elder, P.L. Foster, R.F. Smith et W.T. Murray. On sait pas c'est qui ces gars-là, mais ils sont tous issus de l'élite bourgeoise anglo-protestante. L'année suivante, toutefois, à l'hiver 1884, le tournoi de hockey du Carnaval de Montréal va connaître une grande ascension et verra ses équipes participantes passer de 3 à 5. L'Université McGill et le Victoria Hockey Club sont toujours là, mais se rajoute à la danse montréalaise l'équipe de hockey Crystal, qui était l'équipe de hockey formée par le Crystal Palace, et les Wanderers, une équipe formée par les employés de la Banque de Montréal. Pour les grands adeptes de hockey, c'est pas la même équipe des Wanderers qui va être créée un peu plus tard, là, vers les années 1900. C'est une autre équipe qui s'appelait les Wanderers, mais elle va pas exister longtemps. Enfin, l'équipe de hockey de Québec ne va pas participer au tournoi en 84 en raison d'une chicane de parties annulée, mais s'ajoute la 5e équipe, le Ottawa Hockey Club. Le tournoi de l'édition 1884 va durer 6 jours, du 4 au 11 février. Les parties auront dorénavant toutes lieu sur la patinoire extérieure de l'Université McGill, d'une dimension de 250 pieds par 130 pieds, donc une surface nettement plus grande qu'à l'habitude. Cette édition du tournoi ne cessera de susciter la controverse. Vers la fin de la toute première partie entre l'Université McGill et le Victoria Hockey Club, que ces derniers dominaient 1-0, les étudiants se voient refuser un but à 5 minutes de la fin. Ceux-ci refusent de continuer et perdent ainsi la partie. Le mercredi, soit la 3e journée du carnaval, un nouveau problème survient. 2 parties étaient prévues cette journée-là à l'horaire, mais à chaque fois, une équipe ne se présente pas. Pourquoi? Parce qu'ils mouillaient beaucoup, puis ils se sont dit, ben là, la glace va être dégueulasse, fait qu'on va juste pas y aller. Ben non, toi! Le tournoi a dit non, vous êtes éliminés. Fait que les Wanderers et le Crystal furent simplement éliminés du tournoi. Ottawa entre en scène le 4e jour, mais malgré le fait qu'ils devaient jouer 3 parties en 3 jours, se rendent tout de même en finale le samedi contre l'Université McGill. L'édition 1884 du tournoi du Carnaval de Montréal va être l'occasion de voir apparaître certains termes et comportements propres à la pratique du hockey tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc les premiers balbutiements de quelque chose là, qu'on voit à la télé de nos jours. Là. On assiste à une caractérisation beaucoup plus détaillée des formes que pouvaient prendre les gestes à caractère violent par exemple dans le hockey. L'un des gestes les plus communs qui va survenir lors d'une partie de hockey sera le checking ou le body checking. Dans un match daté du 8 février 1884 mettant en opposition le Ottawa Hockey Club au Victoria Hockey Club, on pouvait lire dans le journal le Montreal Star « Pendant 20 minutes, durant la première moitié du match, nous pouvions apercevoir des jeux brillamment exécutés. Il y avait un nombre suffisant de checking, mais rien qui pourrait être considéré comme rough. » Mais en quoi ce terme de checking consistait-il plus précisément? Le checking ou le body checking n'a pas vraiment de traduction immédiate en français. La terminologie moderne de mise en échec serait davantage attributive au lexique du hockey pratiqué plutôt durant les décennies avancées du 20e siècle, alors que la patinoire va être munie de bandes et de baies vitrées. Mais le checking, compris ici dans la décennie 1880, atteste plutôt un mouvement corporel issu de la crosse. Il s'agissait grosso modo là, pour le joueur d'utiliser son corps, la force de son corps, c'est-à-dire ses épaules, ses hanches, son torse, afin d'essayer de récupérer la balle ou la rondelle en jeu. Autrement dit, il était possible et légal, selon les derniers règlements acceptés par tous en 1877, là,
d'essayer de chambouler l'adversaire, de déranger l'adversaire dans le but de reprendre possession de la balle ou de la rondelle. Sauf que, combiné à la rapidité du patinage et à la surface glacée dans laquelle se jouait le hockey, le checking va être exécuté souvent avec une telle vélocité, ce qui va engendrer un transfert énergétique du corps plus important que s'il était exécuté sur une surface d'été comme de la terre ou du gazon, tel que jouer à la crosse. Mais appliqué au hockey, le checking pouvait mener souvent à la chute de l'adversaire, tout comme il pouvait aussi être une démonstration de force entre deux hommes qui bataillaient pour obtenir l'objet convoité. Mais à part le checking, l'édition 1884 du tournoi du Carnaval de Montréal va être l'occasion aussi pour une des rares fois d'attester la présence d'un geste volontairement brutal dont le but était sans aucun doute la blessure de son rival. L'incident en question est survenu lors du match du 5 février 1884 alors que le Crystal Hockey Club rencontre les Wanderers. L'incident est bien détaillé dans le journal le Montreal Herald qui rapportait le lendemain. Un peu avant la fin du match, Campbell renversa abruptement Robert Lang, L-A-I-N-G, capitaine du Crystal. Ce dernier tomba par terre et Campbell lui assaillit un gros coup de bâton sur la tête. Robert Lang s'objecta face à ce traitement, témoignant qu'il était venu ici jouer au hockey et ne voulait aucune animosité. L'arbitre, cependant, refusa d'intervenir. Car l'arbitre, je le rappelle, parenthèse, n'avait aucun pouvoir de sanction ni d'expulsion. Fait que le match devait se poursuivre. Les Wanderers, qui avaient jusqu'ici démontré quelques dispositions pour l'agressivité, prévoyaient maintenant une tactique davantage tournée vers la force que les habiletés et indulgèrent beaucoup de body checking, lesquels, nous l'espérons, pour le bien du jeu, ne sera pas répété. Fait que les journalistes étaient comme « c'est tout au match, là, on n'endosse pas ça ». Mais parmi les hommes accidentés durant une partie, il était bien vu que ces derniers puissent démontrer de la résilience et de la tolérance face à la douleur. Cette persévérance venait symboliser l'idée de la défense de ses coéquipiers, le sacrifice, un désir absolu pour la victoire et une hardiesse individuelle, attitude typique de l'homme canadien-anglais. À titre d'exemple, au cours d'un match tenu le 9 février 1884 entre le Victoria Hockey Club et le Crystal Hockey Club, le journal Le Montréal Herald décrivait l'attitude du joueur Frederick Hasche. Le début de la deuxième moitié du match commençait avec beaucoup d'effervescence des deux côtés, le puck volant tout partout sur la glace. C'est alors que Mr. Frederick Hasche de l'équipe de Victoria reçut une puck sur le visage. Le son de la puck ayant pu être bien entendu chez les spectateurs, cela semblait souffrant. Il continua à jouer courageusement malgré la douleur. Et on peut également retrouver le même genre d'attitude chez Thomas Green lors d'un match tenu le 7 février 1984. Le Montréal Herald dit que il était maintenant évident que les deux équipes étaient de calibre similaire et étaient disposées à jouer sans aucune utilisation d'agressivité. Thomas Green, qui faisait du bon travail pour l'équipe d'Ottawa, se fit pousser et tomba de manière abrupte sur le bord de la glace et continua à jouer le restant du match malgré qu'il semblait avoir une douleur considérable apparente. Le courage, l'intensité, la hardiesse, la force physique, les chutes au ras-le-sol, tous ces éléments semblaient déjà faire partie du jeu, et ce, dès 1884, lors de la deuxième édition du tournoi de hockey du Carnaval de Montréal. La compétitivité accrue, vouloir démontrer sa virilité, sa témérité, vouloir démontrer les caractéristiques de l'homme canadien-anglais. Brave, mais en contrôle de soi. Intense, mais respectueux de l'adversaire. Impavide devant le froid, devant la douleur. Fier devant les siens. Voilà l'aura psychologique et émotionnelle qui régnait derrière les parties de hockey présentées durant le Carnaval de Montréal. 1885. Examinons enfin l'édition de la troisième année du Carnaval de Montréal. Cette année-là, en 1885, 6 équipes participent au tournoi. L'équipe d'Ottawa, le Ottawa Hockey Club, et 5 équipes de Montréal. L'Université McGill, le Victoria Hockey Club, le Crystal Club, qu'on connaît tous bien déjà, mais se rajoute maintenant le Montréal Football Club, qui était le club de football de l'Université McGill, qui s'était inscrit pour l'occasion. Et enfin, nouveau petit joueur, mais qui va être très important pour la suite, le Montréal Amateur Athletic Association Hockey Club, qu'on appelle communément le MAAA. M-A-A-A. Allez pas me penser que c'est les alcooliques anonymes, là, mes vieux boyennes. Ou encore plus connu sous le nom tout simplement de
Montréal Hockey Club. Il avait été formé par l'institution sportive qui s'appelait le Montreal Amateur Athletic Association, une association sportive qui avait également des clubs de raquettes, de vélo, toboggan, golf et autres. Le tournoi va avoir lieu du 26 janvier au 31 janvier 1885, cette fois à la patinoire du Crystal Palace, qui était située là où se trouve aujourd'hui le parc Jeanne-Mance, près du Mont-Royal. Lors de ce tournoi-là, la formule utilisée va être un peu différente, alors que chaque équipe perdante était automatiquement éliminée du tournoi. Il ne pouvait donc pas y avoir de nul et une prolongation s'imposait pour désigner un gagnant. Ainsi, McGill, Ottawa et le club de hockey du MAAA passent au deuxième tour. C'est l'Université McGill et le Montreal Amateur Athletic Association Hockey Club qui se rendent en finale le 31 janvier 1985 et le Montreal Amateur Athletic Association l'emporte 1-0. En 2 jours, le MAAA aura joué 6 heures pour gagner 2 matchs. Dans un match opposant McGill au Crystal Hockey Club, le Montreal Star déclarait que l'équipe du Crystal était aussi agile que leurs adversaires, mais ils se sont fait overmatch en raison du poids qui a joué contre eux, malgré un effort courageux. Un autre extrait du 28 janvier 1985 montrait bien les attributs du joueur de hockey comme étant quelqu'un de costaud, grand, fort, imposant. Le Montreal Daily Star dépeignait le gardien de but Tom Paddon comme un véritable Tower of Strength, tour de force. Pour comprendre les débuts du hockey, les journaux sont d'une immense importance alors qu'ils permettent de retracer les discours des acteurs de l'époque. Ils conçoivent un imaginaire et un narratif autour du hockey. On voit donc qu'avec l'expérience du carnaval, le hockey prend son envol. Le hockey se peaufine, façonne son énergie, construit ses normes et ses intangibles. Le hockey se caractérise et s'incruste dans l'imaginaire des Canadiens, de même que des Américains qui sont en visite, comme les Européens, comme le sport hivernal typique du pays. L'année suivante, en 1886, oui je le sais, c'est beaucoup d'années, le 1880, mais qu'est-ce que tu veux, ça s'est passé dans ces années-là. Le carnaval de Montréal n'aura pas lieu. 2 raisons principales expliquent cet abandon temporaire. D'abord, les coûts engendrés étaient rendus trop grands et les retombées économiques pas assez suffisantes pour les investisseurs du carnaval. Et deuxièmement, à l'été et à l'automne 85, une épidémie de variole avait affecté grandement la vallée du Saint-Laurent. La variole, c'est comme une maladie de peau très contagieuse, très dégueulasse, mortelle, puis ça crée comme des pustules partout d'en face. C'est dégueulasse. Or, les autorités, de même que les organisateurs du carnaval, étaient davantage préoccupés par cette crise sanitaire qui avait été effroyable pour les citoyens de la ville de Montréal que par la préparation d'une 4e édition qui pourrait tourner au vinaigre. Néanmoins, à l'hiver 1886, malgré l'abandon du tournoi du carnaval, les administrateurs des équipes de hockey et de patinoire ne vont pas pour autant mettre un frein à leurs activités sportives. Puisqu'ils avaient été conscients que les tournois de hockey des 3 éditions du carnaval avaient été un grand succès, on va organiser un nouveau tournoi indépendant du carnaval avec une nouvelle formule étalée sur 2 mois, du 15 janvier au 19 mars 1886. Un tournoi qu'on va nommer le championnat du Dominion. Ce championnat du Dominion devenait ainsi la consécration que le hockey pouvait maintenant exister en lui-même, sans le carnaval, et qu'il détenait dorénavant une frénésie assez honorable pour attirer des spectateurs et spectatrices aguerris, pour générer des beaux et nouveaux revenus, et pour soutenir un engouement sur toute une saison durante. Ainsi, le championnat du Dominion de 1886, c'est ce que nous allons explorer lors du prochain épisode de POC Rétro. Ciao!